Joseph Méry, La pêche au lion. Le monde savant connaît Belzoni, illustre voyageur qui a découvert la seconde pyramide et publié un ouvrage sur l'Égypte et sur le cours du Nil, depuis le Takaz jusqu'à la mer, en oubliant toutefois la presqu'île de Méroé, qui, d'après Hérodote, fut le berceau des gymnosophistes et qui a le privilège d'avoir conservé, vivant sur les arêtes de ses nopales, le scarabée sacré cher au prêtre d'Isis. Oh, ne vous alarmez point de la gravité de mon début. L'ennui est fils du sérieux, et il recule toujours devant un parricide qui rendrait les livres fort amusants s'ils s'accomplissaient. Ce que l'ennui n'ose faire par pitié filiale, bien, faisons-le ce soir. Avant d'embrasser la profession honorable de savant, Belzoni était danseur de cordes, et lorsque Mehemet Ali, absorbé par les soins de l'héritage des pharaons et privé d'un bon conseil, Joseph laissait tomber sur sa barbe sa tête pleine d'un souci pyramidal, il appelait Belzoni, qui n'était pas encore savant, et le priait de danser sur une corde tendue entre deux palmiers. Cet exercice est très pénible en Égypte, et la sueur du funambule, coulant sur le chanvre tordu, rend le terrain glissant. Belzoni fit quelques chutes et donna sa démission. M. Hogges, de la Société royale de Londres, lui conseilla de se faire savant, et il obéit. En Égypte, il est assez difficile d'acquérir de la science depuis que le grand Omar a rendu à l'humanité l'immortel service de brûler la bibliothèque d'Alexandrie, ce qui console les bibliothaires présents, déjà si mal logés à l'étroit. Cependant, Belzoni eut le bonheur d'acquérir une haute réputation dans la science en fumant beaucoup de pipes devant l'inscription de la colonne de Pompée et en expliquant à M. Hodges quelques hiéroglyphes comme des rébus du jour de l'an et des énigmes du charivari. Un jour, M. Hodges lut dans un journal anglais la traduction d'un feuilleton des débats, dans lequel notre célèbre compositeur Hector Berlioz, qui est aussi un homme d'infiniment d'esprit et de style, indiquait un nouveau moyen de traverser les déserts sablonneux sans être exposé aux vieux inconvénients de ce voyage. Il s'agissait de monter en aérostat suspendu et atteler un dromadaire, atteler lui-même un fellah. Ce plan était peut-être une ingénieuse plaisanterie du spirituel écrivain, mais M. Hodges le prit au sérieux et le communiqua à Belzoni. Le savant italien, qui se souvenait de la corde horizontale, sourit à l'essai de la corde verticale et demanda 1000 livres à M. Hodges pour avoir l'honneur de l'accompagner dans son voyage aérien. M. Hodges lui dit « Bon, je ne tiens pas à 1000 livres, comme tout Anglais. Voici mon mandat sur M. Jules Pastré à Alexandrie. Les frais de notre voyage seront si considérables que cette somme disparaît dans la masse. Il faut d'abord que le vice-roi nous donne des firmans et envoie des Arabes jusqu'aux montagnes de la Lune, sous présumé du Nil, pour y établir, sous de bonnes huttes, des dépôts de zinc et de toutes sortes de provisions. Je paierai le zinc, les provisions et les Arabes. Il nous faut toute la provision de baudruche qui est à Alexandrie pour arrondir un aérostat immense. Enfin, nous devons avoir des dromadaires de rechange pour entretenir l'attelage et le renouveler au besoin. » Alors Belzoni lui dit « Monsieur Hodges, ce que vous me dites là m'encourage à vous demander 1000 livres de plus pour être plus digne encore de l'honneur de vous accompagner. Une occasion pareille ne se présente qu'une fois, je veux la saisir. J'ai à Venise une femme fort chère et 3 enfants. » Une larme mouilla un œil de M. Belzoni et M. Hodges s'attendrit, accorda tout. « Voici maintenant, dit M. Hodges, le but de ce voyage. Tout voyage doit avoir un but sérieux. Nous ne voulons pas faire une promenade en l'air pour amuser les autruches, les crocodiles et les ibis. L'Europe nous regarde selon son usage. Nous voulons achever l'œuvre pénible déjà commencée par Mungo Park, Pritchie, Bruce, Rossignol et bien d'autres.
Nous voulons découvrir les sources du Nil sans être incommodés, comme nos devanciers, par la chaleur, les insectes, la poussière, le sable et les bosses du dromadaire. Il nous sera donné de découvrir les sources, à moins que le Nil n'ait pas de source, ce qui serait contraire aux habitudes des fleuves de tous les pays. Depuis le règne de Georges III, la trésorerie a dépensé 70 millions pour trouver le berceau du Nil. Avec cette somme, on aurait fait boire du porter et du sherry aux ouvriers jusqu'à la fin de l'Angleterre, si l'Angleterre doit avoir une fin quelque jour, ce que je ne crois pas. Aujourd'hui, c'est à mes frères que nous faisons cette expédition, et le lord de la trésorerie nous remboursera peut-être l'argent. Alors, dit Belzoni, cela m'autorise à vous demander 1000 livres de plus parce que je suis le seul savant attaché à cette expédition. Accordé, dit le généreux Hodges. Il fallut 3 mois pour organiser le service de l'aérostat. Belzoni employa ce délai à fouiller quelques nouveaux puits de la seconde pyramide, et il découvrit 2 mines de momies vierges de l'espèce de celle que M. White, chimiste à Londres, King William Street, fait étuver proprement pour ses remèdes contre les maladies du larynx. Tout étant prêt, Belzoni, M. Hodges et Mme Hodges, jeune alexandrienne de 30 ans, s'embarquèrent sur le Nil et le remontèrent jusqu'aux roches brunes du Fil. M. Hodges avait pris des leçons d'aérostat d'un élève de Garderin qui s'était fait musulman au Caire pour épouser un sérail en haine du mariage. Belzoni, avec son intelligence naturelle, devina bientôt tout le mécanisme du métier. On venait de faire, entre Aknounin et Assouan, une répétition générale avec les accessoires à laquelle avait parfaitement réussi. On allait s'élancer vers l'azur sous de favorables auspices et respirer en Égypte cette fraîcheur aérienne que le Mont Blanc garde sur ses sommets. Voyager ainsi, c'est se bâtir sous les pieds une succession de crêtes de montagne à l'infini en économisant les bases. Ainsi parlait le savant italien. Bientôt le désert, nu et sans arrosage, se déroula devant eux. Madame Hodges menaça son mari de se précipiter entre 2 crocodiles endormis sur un lit de roseaux si elle n'était pas acceptée comme compagne de ce beau voyage. M. Hodges, redoutant beaucoup plus les pourvoyeurs de sérail que les crocodiles, donna la main à sa courageuse épouse et l'embarqua sur la vaste nacelle. On déroula une corde sans fin, tordue à la corderie du vice-roi, et on assujettit par un énorme crochet de fer à une ceinture de cuir qui cerclait un dromadaire entre ses 2 bosses. Un arabe conduisait l'aminale. Le ballon s'éleva majestueusement dans les airs. Belzoni et les époux Hodges éprouvèrent des frissons de joie en s'élevant au-dessus du niveau de la chaleur. Du haut des airs, la vaste plaine avait une blancheur éblouissante, et à l'inverse des ascensionnaires du Mont Blanc, la terre leur parut couverte de neige, ce qui leur donna plus de fraîcheur encore. Madame Hodges prit son châle et les 2 voyageurs, qui avaient oublié leur manteau en Égypte, comme Joseph, commencèrent une partie d'écarté. L'aérostat, poussé au trot du dromadaire, plus agile que le cheval, laissait le vent lourd en arrière, on filait 12 nœuds à l'heure. À midi, M. Hodges quitta le jeu pour relever une erreur géographique de Bruce, lequel a oublié sur ses cartes de consacrer un point noir à la presqu'île de Meroe. De la nacelle de l'aérostat, on découvrait à gauche, sous une zone ardente, les 40 pyramides qu'Hérodote le Véridique a comptées sur ses 10 doigts. La nuit venue, l'aérostat descendit dans le vallon osseux formé par les bosses du dromadaire. Les voyageurs avaient atteint déjà l'oasis de Bellaxir, qui sert, pour ainsi dire, de péristyle végétal à la vallée profonde,
où l'armée de Cambyse fut asphyxiée par le Khamsin au retour de son expédition contre les augustes nés des dieux d'Égypte et des sphinx. À l'aurore du lendemain, le ballon reprit son essor. 30 Arabes envoyés d'avance à l'oasis avaient fait les préparatifs nécessaires à la seconde ascension. C'était le second relais. Au départ, le thermomètre Fahrenheit marquait déjà 33 degrés 8,5 et quand l'aérostat eut épuisé la corde, le mercure descendit à 4 degrés 9,3. L'aspect du pays devenait affreux. Vers le nord couraient des montagnes nues qui pourraient bien être une déviation de l'épine dorsale du Mokattam égaré au désert. L'Abyssinie apparaissait entre 4 horizons avec ses pâles horreurs, et à d'énormes intervalles se révélaient quelques oasis comme des points noirs sur une carte blanche. Les autruches ressemblaient à des hirondelles rasant le sol. Un coup de vent supérieur ayant enlevé les mains de Hawks les 5 cartes de son jeu au moment où il disait « Coupe à tout et passe, mon roi », toute distraction fut enlevée au trio voyageur. Seulement Belzoni se baissait par intervalles pour essayer de ramasser un aigle dans les airs. Lorsque l'immense obélisque de Nenassun marqua midi comme une aiguille solaire sur un cadran, M. Hodges se pencha pour faire la sieste sur un trousseau de cordes et son épouse l'imita. Belzoni, abandonné de ses compagnons et ne sachant que faire, se rendit amoureux de Madame Hodges et composa un sonnet italien qu'il écrivit au crayon avec l'intention de l'offrir au moment opportun. Il faut toujours qu'un Italien fasse des sonnets. Madame Hodges se réveilla un peu avant son mari, et Belzoni, avec un sourire gracieux, lui présenta sa déclaration d'amour. Le sonnet commençait ainsi « Nel cielo tua la bellezza ». Madame Hodges lut le sonnet et s'excusa de ne pas le comprendre. L'astucieux Belzoni prit la main de la jeune voyageuse et la serra vivement. Révoltée de cette impertinence, elle poussa un cri, et M. Hodges bondit sur son oreiller. C'était un mari fort jaloux et méfiant. En se réveillant, il vit un grand trouble sur le visage de Belzoni et une teinte de colère pudique aux joues brunes de sa femme. Le sonnet éclaircit bientôt la situation. Il était sur les genoux de la femme, et le vent avait oublié de l'enlever. M. Hodges s'empara de cette pièce de conviction et la traduisit en anglais en lançant à chaque vers un regard indigné sur l'infâme séducteur aérien. Belzoni baissait les yeux comme un coupable. L'époux, cruellement outragé, méditait un duel à 20 pas. L'épouse tendait ses bras vers la terre comme pour supplier le ciel de sauver son honneur et son mari. Le moment était solennel, le silence effrayant, la hauteur démesurée. Quelques aigles, seuls témoins de cet incident, rasaient la nacelle. Une violente secousse, imprimée par la corde au ballon, détourna les esprits de cette scène de jalousie. Quelque chose de terrible menaçait sans doute les voyageurs. M. Hodges serra le sonnet dans son portefeuille et ouvrit les 5 tubes de sa lunette d'approche pour examiner la situation des choses de la terre. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. L'arabe conducteur avait disparu, et le dromadaire fuyait au bout de sa corde, ayant en trousse 2 superbes lions à tout crin. « Ah, nous sommes perdus » s'écria M. Hodges. Et il céda le télescope à sa femme, qui regarda épalie sous les couches brunes de sa figure alexandrine. Belzoni, absorbé par son amour, qui avait déjà de profondes racines,
Les passions vont vite en aérostat, c'est le chemin de fer de l'amour. Belzoni, donc sentimental comme Pétrarque, composait un autre sonnet sur le bonheur de mourir avec Madame Hodges et d'être enseveli dans le même tombeau, le ventre d'un lion. Nella stessa tomba con la mia Laura. Les deux lions atteignirent le dromadaire, et tout à coup le ballon s'arrêta dans le ciel comme le soleil de Josué. L'émotion des époux Hodges était au comble, et ils se cédaient mutuellement la lunette comme font deux voisins au théâtre pour voir déclamer un ténor de 100 000 francs lorsqu'il ne chante pas. Belzoni s'abandonnait intérieurement à tout le délire de son amour, et sa pose était calme comme celle de Daniel dans la fosse aux lions. Cependant, d'après le rapport infaillible de sa lunette, les lions ne perdaient pas leur temps. On eût dit qu'ils avaient subi un long jeûne au désert depuis le grand festin de l'année de Cambyse. L'un des deux, la femelle sans doute, détacha un quartier de dromadaire et le porta probablement à sa jeune famille, domiciliée dans les grottes du Mokattam abyssin. Le lion, qui restait, s'accroupit en sphinx nonchalant, devant les trois autres quartiers du chameau, comme à Lazzarone et devant un plat napolitain, se mit à dévorer, pièce à pièce, l'attelage de l'aérostat. « Mon Dieu !» s'écria M. Hodges en embrassant sa femme. « Qu'allons-nous devenir ?» Cette insolence de bonheur conjugal irrita Belzoni, et il éprouva l'horrible velléité de lancer cet heureux époux par-dessus la nacelle dans la fosse aux lions en guise de dessert, après le repas du dromadaire. « Mais voilà un lion, disait Hodges comme pour s'expliquer nettement la crise. Voilà un lion qui va dévorer sa proie jusqu'à la dernière tranche, jusqu'au dernier os. Il lui faudra sans doute plusieurs jours pour voir la fin d'un dromadaire. Il partira souvent et reviendra souvent à ses heures d'appétit, comme on va chez un restaurateur. Puis lorsque tout sera dévoré, quel sera notre destin? Les vivres vont nous manquer. Le ballon restera planté ici comme un navire à l'ancre. Et si nous dérapons, Dieu sait où le vent nous poussera. Les 4 points cardinaux sont 4 gouffres, 4 écueils, 4 tours du Golin. L'espoir nulle part. Encore cette fois, les sources du Nil gardent leur mystère. Ô ciel, notre secourable voisin, viens à notre secours. M. Hodges avait bien raisonné. L'appétit n'est pas éternel, même dans l'estomac d'un lion. Celui-ci, après avoir mangé 2 bosses et bu quelques litres de sang frais, se retira d'un pas joyeux en secouant sa crinière, jouant du bout de sa queue avec les arêtes des nopales et poussant par intervalles des rugissements mielleux comme un gastronome qui fredonne une chanson après un bon repas. « Mais que dites-vous de cela, monsieur Belzoni » s'écria Hodges en croisant les bras sur son front. « Vous avez une tranquillité offensante pour nous. Mais voyez que faut-il faire? Donner un avis. » « Oh, dit Belzoni avec des soupirs mystérieux, la vie m'est odieuse. Il m'est fort égal d'être enterré dans les nuages ou ailleurs. Votre bonheur me révolte et je ne demande pas mieux que de vous voir expirer dans mes bras. Mais prenez donc pitié de cette pauvre femme qui pleure et tremble, monsieur Belzoni. Mais savez-vous bien, monsieur Hodges, que je perds, moi, les 3000 livres de notre traité, 75 000 francs, monnaie de France. Prenez pitié de moi. » Sur ces entretiens, la nuit tomba, et il fallut bien se résigner à la passer au même gîte. On entendait au-dessous mugir les bêtes fauves, comme on entend dans un lit d'auberge les coassements des marais. Par moments, l'hôtellerie de Baudruche éprouvait une secousse brusque. C'était sans doute quelque animal carnassier qui arrachait une côtelette au dromadaire et faisait un medianoche en passant.
Belzoni fredonnait à la sourdine une octave du Tasse, comme un gondolier vénitien à l'ancre devant Saint-Marc. Hodges, armé d'une perche, chassait les aigles, qui, prenant l'aérostat pour une montagne endormie sur un nuage, menaçaient de crever la baudruche d'un coup de bec et de donner passage au gaz évaporé. Cette nuit fut bien longue. Madame Hodges goûta pourtant quelques heures de sommeil. Le lendemain, à l'aurore, la lunette d'approche permit de distinguer les ravages que les convives avaient faits sur la nappe blanche du festin. Quelques miettes de dromadaire restaient encore. Le squelette se montrait dans sa nudité sanglante, et si une faim extrême ne poussait pas de ce côté quelque animal à jeun ou amateur des eaux décharnées, il fallait s'attendre à une station perpétuelle dans la région des nuages. L'aérostat passait à l'état de planète fixe et servait de demi-lune aux astronomes abyssins. La puissante carcasse du dromadaire retenait toujours la corde de l'aérostat à son crochet de fer. Il était défendu aux navigateurs aériens d'aborder aux côtés du squelette, car les bêtes fauves du voisinage n'auraient pas manqué d'accourir pour dévorer les voyageurs descendus en s'aidant de leur corde de salut. Le statu quo était aussi désespérant que tout autre procédé de manœuvre. Malheureusement, la discorde régnait dans la population de l'aérostat. Les plus vives passions étaient aux prises. 2 hommes composaient ce peuple, bercé par le vent, sur un cratère de lion, et les 2 camps se rangeaient en bataille pour s'égorger. S'ils avaient eu 2 presses dans leur bagage de nacelle, on aurait vu éclore 2 journaux et la femme aurait ouvert un cabinet de lecture. Voilà l'homme. Étonnez-vous ensuite des violentes disputes des Grecs lorsque Mahomet II était aux portes de Constantinople, menaçant la croix avec les 2 becs du croissant turc. Belzoni, dans un louable désir de paix, fit à M. Hodges une proposition assez étrange. Monsieur, lui dit-il, les lois anglaises et votre religion autorisent le divorce, n'est-ce pas? Oui, monsieur, dit Hodges. Bien, je vous consens à vous aider dans ce péril, si vous signez cet écrit que j'ai rédigé au clair de la lune la nuit dernière. Bon, c'est encore 1000 livres que vous me demandez, dit Hodges. Oh non, moins que cela. Je vous demande le divorce avec madame. Ciel, s'écria Hodges, comme on appelle un voisin à son secours. Ben, si vous hésitez, je coupe la corde et nous allons voyager dans la lune tous les 3. Votre existence tient à un fil. Allez, voilà un couteau ouvert, je suis votre parc, je vais couper. Bolch arrêta le bras de Belzoni. Mais les sources du Nil, monsieur Belzoni, les sources du Nil. Bon, je me moque des sources du Nil comme d'un verre d'eau. J'aime votre femme, et si vous ne me le permettez pas de faire prononcer le divorce devant un tribunal anglais, à notre descente sur la terre, je crève notre ballon. Il le ferait comme il le dit, s'écria madame Hodges en essuyant ses yeux avec un nuage. Sacrifiez-vous pour vos enfants, cher Hodges, et oubliez-moi. Vous voyez, dit Belzoni, que madame accepte le divorce. Eh mon Dieu, s'écria la voyageuse, dans notre position, que n'accepterait-on pas? Nous sommes à 2000 toises au-dessus des lois humaines et du code social. Hodges voila son front d'un nuage et demanda un quart d'heure de réflexion. Belzoni tira sa montre et fit un signe d'acquiescement. Le quart d'heure expiré, M. Hodges renoua l'entretien et dit « Mais savez-vous bien, monsieur Belzoni, que ce que vous me demandez là est horrible ?» Voilà donc, monsieur Hodges, dit M. Belzoni en reprenant son couteau, voilà donc ce qu'un quart d'heure de réflexion a produit. Je vous le répète, monsieur, j'aime votre femme. Je l'aime d'un amour de 2000 toises au-dessus du niveau de la mer. Je l'aime comme on doit aimer au vestibule du paradis. C'est une passion inexorable, si n'essayez pas de la contrarier.
D'ailleurs, vous n'avez plus de droit sur votre femme. Oh, ceci est trop fort, s'écria M. Hodges. Je n'ai plus de droit sur ma femme, et qui me les a ôtés, ces droits? Ben, notre nouvelle position, monsieur. Vos nœuds sont brisés. Ce que vous avez contracté sur la terre n'a plus de valeur dans un nuage. Réfléchissez encore, votre existence ne tient qu'à un fil. Mais monsieur Belzoni, soyez juste. Je suis amoureux. Et moi aussi, monsieur Belzoni, je suis amoureux de ma femme. Insolent, s'écria Belzoni, mesurez vos expressions. Vous redoutez mon désespoir. Comment avez-vous l'audace de me parler de votre amour? Mais il me semble que j'en ai le droit, dit M. Hodges avec dignité. Ne suis-je pas l'époux de ma femme? Malheureux, s'écria Belzoni en se levant avec une violence de mouvement qui faillit les faire chavirer dans les flots de l'air. Malheureux, mais ce divorce que vous me refusez, je vais le prendre. Le tranchant de cette lame d'acier va nous lancer dans l'infini. Nous allons nous élever vers des régions si hautes qu'il nous faudra 5 ans pour descendre. Au début de ce voyage, vous précipiterez dans l'espace comme mentor de Télémaque. Et nous restons seuls, madame et moi, dans le palais flottant, libre comme l'air, heureux de vivre sans témoins, ne recevant de loi que de nous-mêmes, affranchis du joug des despotes, mangeant des aigles et buvant la pluie à nos repas, humiliant la terre du haut de notre nacelle, narguant les cadis d'Égypte et les constables de Londres, fondant un monde nouveau comme Adam et Ève et élevant nos fils dans des idées de grandeur et de liberté que la boue de Londres ne leur donnerait pas. Et un jour, nous descendrons sur quelques zones hospitalières, au centre de l'Afrique, près d'un lac couronné d'ombrages. Notre jeune famille, née au ciel, apportera à la terre les vertus qui lui manquent, et la ville que nous bâtirons, nous et nos enfants, sera une cité vierge et pure de tous les beaux invétérés que vos habitants et citoyens d'Europe transmettent à leurs neveux de génération en génération. Voilà mon plan. Méditez-en toute la profondeur, et si vous n'êtes pas le dernier des hommes, vous lui donnerez toute notre adhésion, et vous vous précipiterez vous-même pour ne pas entraver mes nobles desseins et vous dérober par la fuite au spectacle de notre bonheur. Monsieur Belzoni, dit Hodges, tout ému de cette allocution, vous me demandez une chose au-dessus des forces humaines. Permettez-moi de vous rappeler des idées d'horreur. Il y a une fable qui dit que de Coq vivait. Oh, diable vos fables, monsieur Hodges, dit Belzoni. Je ne les aime pas. Les Anglais n'ont jamais au bec que des histoires de coq. Nous sommes des hommes, vous et moi, et madame n'est pas une... Respectez madame, ou je saurais bien la faire respecter ici. Eh bien, je ne demande pas mieux, dit Belzoni, dont la douceur de caractère était épuisée. Il faut que cela finisse, et le sort des arbres en décidera. Choisissez vos témoins, l'heure et le lieu. À ces mots, madame Hodges, qui avait écouté cette fâcheuse irritation, la tête voilée d'un nuage, sortit de son asile vaporeux, et poussant un cri lamentable, se précipita entre les combattants, comme Ercili entre Tatius et Romulus dans le tableau de David. « Mais qu'allez-vous faire, insensé » s'écria-t-elle. « Vous n'avez pas 1 mètre de terrain sous les pieds à vous deux, et vous songez à vous ranger en bataille. Et moi, que deviendrai-je dans ce pays de l'air que je ne connais pas? Que deviendrai-je si vous tombez tous deux frappés de mort? Certainement, la famine pourra m'obliger malgré moi à me nourrir de vos corps, mais quand ces faibles provisions seront épuisées, à quelle auberge céleste puis-je m'adresser? Quel marché public m'est ouvert au milieu de ces nuages? Ô nom du ciel, notre voisin, prenez pitié d'une pauvre femme isolée que votre fureur folle peut priver du même coup d'un amant et d'un mari. Puis, se mettant aux genoux de M. Hodges, elle ajouta de sa voix la plus tendre et la plus douce. « Hodges, m'aimes-tu toujours ?» « Si je t'aime, répondit l'époux avec 2 larmes que les nuages pompèrent subitement.
M'aimes-tu comme dans cette douce lune de miel que nous avons passée à l'hôtel de Star and Garter à Richmond, cette île citère des nouveaux mariés du comté de Middlesex? Oui, mon adorable femme, mais je t'aime comme le jour où je traversais Charing Cross pour t'épouser à Saint-Martin. Eh bien alors, prouve-moi une dernière fois ton amour. Parle, je t'obéis. Oh, nous sommes dans une triste position. Parbleu, oh, je le vois bien. Mais tu ne le vois pas assez, mon adoré Hodges. Nous sommes trois dans une nacelle à une place, et nous sommes beaucoup trop de trois. Un de nous doit être sacrifié au bonheur des deux autres. Et c'est toi que j'ai choisi. Moi s'écria Hodges, et il aurait volontiers reculé d'un pas s'il avait eu le terrain assez large derrière lui. Toi, oui, poursuivit sa femme. M. Belzoni ne cédera pas. Son amour a jeté de profondes racines et il n'y renoncera pas pour t'obliger. Eh mon Dieu s'écria Hodges, quel étrange discours me faites-vous ici, madame? Du calme, du sang-froid, Hodges. Tu le vois, je suis tranquille, moi, et je ne suis qu'une faible femme, isolée entre deux déserts. Tantôt M. Belzoni a eu la bonté de nous soumettre un plan admirable, et beaucoup plus beau et plus sensé que celui de la découverte des sources du Nil, lequel probablement n'a point de source. Le plan de M. Belzoni est providentiel. Nous sommes probablement destinés, lui et moi, son indigne collaborateur, à fonder une colonie modèle dans le plus étrange des pays. Vouloir t'opposer à la réalisation d'un plan aussi beau, c'est vouloir élever un sacrilège obstacle aux destinées futures de l'humanité. Souviens-toi, Hodge, que tu présides à Londres le Philanthropic Club, et que ton devoir est de t'immoler pour nous deux en particulier et pour l'univers en général. Oui, dit Hodge, oui, je suis président du club philanthropique, mais je suis misanthrope, comme tous les philanthropes de Londres. Vous savez cela aussi bien que moi, madame. Vous savez que notre institution charitable a pour but de soulager les maux des pauvres sauvages qui habitent le Cap Horn et le Van Diemen, et que nous faisons 100 discours sur ces cannibales tous les mois. Mais vous savez aussi que nous fermons les yeux sur 80 000 femmes de Londres qui se promènent à London Bridge, à Kensington Garden, nuit et jour, sans souliers et sans vertu. Ainsi, point de mauvaise plaisanterie, madame Hodges. Vous savez que je ne suis pas d'humeur à rendre service au genre humain. Tant pis pour vous, monsieur, répondit sèchement la femme. Oui, je vous ai toujours connu égoïste sur la terre, eh bien, vous ne vous êtes pas corrigé dans le ciel. Mais enfin, s'écria Hodges, ce que vous me proposez est inadmissible. Inadmissible pour des poltrons, monsieur. Mais mettez-vous à ma place, madame. Oh non, monsieur, je reste là où je suis. Mais quitterez-vous votre position, madame, pour tenter une chute verticale à la hauteur du Mont Blanc? Mais oui, monsieur. Eh bien, essayez, je vous le donne en 3. Ah, vous me raillez, monsieur. Est-ce ainsi que vous vous souvenez des préceptes de la galanterie française que vous avez appris à Grammar School de Birmingham? Où sommes-nous, grand Dieu, et dans quel monde vivons-nous? Un homme, un chevalier anglais, ose proposer à une femme d'arpenter le Mont Blanc du haut en bas comme une avalanche. Mais vous êtes un félon, monsieur. À la bonne heure, dit Hodges avec un effroi déguisé en calme. Vous allez donc essayer la chute, dit la femme en montrant l'abîme du bout du doigt. Oh, alors, elle y tient, dit Hodges. Madame, si vous continuez à exercer contre moi cette tentative d'homicide avec précipitation, je vous traduirai devant les tribunaux. Traduisez, monsieur, vous êtes libre. Mais vous savez, madame, combien je déteste les querelles de ménage. Mais si vous les détestiez véritablement, vous auriez déjà sauté par-dessus le bord de cette nacelle et nous serions tranquilles en ce moment. Oui, là, je serais mort sur ce désert là-bas et sablé. Mais qu'importe, monsieur, si ce noble dévouement eût fait le bien général du peuple de cet aérostat.
Mais je fais partie aussi de ce peuple, moi. Mais vous êtes la minorité, monsieur. Je suis le tiers de ce peuple. Oh, de grâce, épargnez-nous ces honteux calculs statistiques, monsieur. Le noble Curtius ne perdit pas autant de paroles oiseuses lorsqu'il se précipita dans un gouffre pour sauver le peuple romain. Bon, c'est une fable, Curtius. N'insultez pas les héros, poltron. Mais j'aurais voulu le voir, ce Curtius à ma place. Mais à votre place, il n'aurait fait qu'un saut à la première sommation, lui et son cheval. Le silence régna quelques instants. Si l'anarchie n'eût pas régné dans la petite colonie aérienne, composée d'un trio sans harmonie sociale, ce malheureux peuple aurait vraiment joui d'un spectacle superbe, car la lumière du jour, s'affaiblissant par degrés rapides, permettait de voir une succession de mirages perpétués à l'infini. L'œil d'un spectateur calme aurait suivi, dans son exhumation fantastique, une longue rue faite de 2000 cités colossales, et dont le Nil était le ruisseau depuis Éléphantine jusqu'à la province des Roses, cette gracieuse et odorante Arsinoé que nos barbares géographes modernes appellent plaisamment Fayoum. Hérodote a vu cette merveilleuse rue, qui n'était autre chose que la vieille Égypte. Elle est aujourd'hui hachée en morceaux sur les bords de son fleuve, toujours jeune. Mais la magique vertu du mirage la recompose de temps en temps, par des secrets de prisme inconnus aux physiciens. Et quand ce prodige s'opère, on croit même assister à la résurrection complète de cet empire, comme si les 1000 catacombes rendaient aux cités du Nil un monde de momies plus nombreuses que les grains de sable de Suez et d'Ophir. On voit les interminables processions d'Isis et d'Osiris, défiant par la venue des sphinx sous les colonnades du temple de Luxor. On suit du regard les flots vivants de la foule sous les arceaux des 100 portes de Thèbes. On admire les sacrifices d'Anubis dans le sanctuaire d'or et d'azur du temple d'Hermès, et les pléiades d'astronomes descendant aux cryptes de Tertiris. Mais le plus merveilleux de tous ces pompeux tableaux antiques, ainsi exhumés par la décomposition des rayons solaires, est celui que présente le labyrinthe du lac Moeris. Il est facile même de distinguer, aux limites de l'horizon, les 2 pyramides de 600 pieds de hauteur, surmontées de 2 statues de bronze doré, que le véridique Hérodote a vues, comme je vous vois, et qui furent englouties, d'après Strabon, dans les eaux profondes du lac. Ces merveilles échappèrent à nos 3 voyageurs, dont 2 étaient des savants. Hodges ressemblait à un aérolithe, il était pétrifié. Il croyait tomber de la lune et s'arrêter à moitié chemin. Madame Hodges voit les choses de haut, dit Belzoni avec une dignité calme. Et je donne toute mon approbation à ses paroles. La sagesse de son discours a donné une nouvelle violence à ma passion. Oh, je sens maintenant plus que jamais que rien ne pourra désunir nos 2 cœurs. Nous venons d'écrire notre pacte d'amour dans le ciel. Vraiment, dit Hodges d'une voix de statue amollie, me suis jamais trouvé dans un pareil étonnement et dans un semblable embarras. Oh, je tombe des nues. Mais tombez, dit madame Hodges, suivez cette bonne inspiration et laissez-nous le champ libre. Nous vous promettons d'aller chaque jour pleurer sur votre tombe, si vous pouvez en trouver une là-bas, avec la protection de Méhémet Ali. Quelle perplexité, murmura Hodges. Allez donc, dit sa femme avec une voix persuasive. Allez, mon cher Hodges, il n'y a que le premier pas qui coûte, vous verrez ensuite comment il est facile de continuer. Vous hésitez encore, époux imprudent, mais voulez-vous que je vous écrase d'une dernière et victorieuse raison? Eh bien, Hodges, la voici. As-tu oublié dans les airs, père ingrat, que tu as laissé au Caire 2 petits-enfants à l'auberge de Coulon? Non, je ne l'ai pas oublié, dit Hodges très ému. Et que vont-ils devenir, ces enfants? S'écria la femme.
Si je meurs? Non, si tu as la lâcheté de vivre. Oh, malheureux, mais ces pauvres enfants seront orphelins et s'engageront comme tambours dans l'armée du vice-roi. Monsieur Belzoni, jurez de les prendre sous votre protection. Je le jure, dit Belzoni. Eh bien, continua la femme, tu balances encore après cet exemple de dévouement que M. Belzoni vient de te donner. Mais ne sais-tu pas qu'il y a dans l'histoire beaucoup de pères qui se sont sacrifiés pour leurs enfants? Brutus, Abraham, Icare, Hugolin. Ajoute un nom de plus à cette liste paternelle, et songe que du bas de ces profondeurs 40 siècles te contemplent. Allons, mon cher Hodge, un bon mouvement. Elle appelle cela un mouvement, murmura le malheureux époux avec mélancolie. Un mouvement qui me procure une chute de 2000 toises. Oh, si je pouvais comme Hugolin me sacrifier pour mes fils en les mangeant à mon dîner, et leur conserver ainsi les jours de leur père pour les sauver du malheur d'être orphelins. Disant cela, il prit un de ses pieds avec ses mains et lui fit franchir le bord de la nacelle. Madame Hodge battit des mains et s'écria « Enfin, il s'est décidé. Mes pauvres enfants vivront et nous aussi. » Belzoni arrêta le second pied au moment où il se levait pour suivre l'autre. « C'est bien, dit-il, je suis content de vous, monsieur Hodge. Vous ferez moins que cela, puisque vous allez faire davantage. Je me contente du divorce. Allons, signerez-vous » « Mais pourquoi, dit la femme, enlever à M. Hodge l'avantage de choisir lui-même son genre de dévouement? On peut divorcer de toute manière. Et si mon époux adoré penche pour une chute de 2000 toises de hauteur, cela tranche toute difficulté ultérieure et assure beaucoup mieux l'avenir de notre colonie africaine et le bonheur de nos enfants. » C'est juste, dit Belzoni, il ne faut pas disputer des goûts. M. Hodge est libre de choisir. Eh bien, j'aime mieux signer, dit Hodge avant réflexion. Mais réfléchissez mieux, dit la femme. Vous regrettez peut-être un jour sur la terre cette occasion aérienne de faire un autre divorce qui conciliait tous les intérêts domestiques et vous garantissait la tranquillité sans nuage de l'avenir. Non, dit Hodge, toute réflexion faite, je m'expose volontiers à ces regrets. Mais prenez garde, mon époux, prenez garde. Lorsque vous serez là-haut, témoin de notre bonheur, vous vous direz « Oh, que ne suis-je encore là-haut, un pied hors de la nacelle, et si bien placé pour me sacrifier au bonheur de mes fils ?» Ben bien, je me résigne à faire cette exclamation, j'aime mieux signer. « Imprudent, murmura madame Hodge. Voyons, monsieur Belzoni, vous qui avez du bon sens, que feriez-vous à la place de mon mari? Bon, je me précipiterais sur le champ. Parce que vous m'aimez, vous, monsieur Belzoni, mais lui, c'est ingrat, il ne m'a jamais aimé. Enfin, dit Belzoni, il faut se contenter d'un divorce vulgaire. Notre bonheur ne doit pas être exigeant. Un nouvel incident, puisé au fond même de la situation, vint distraire les voyageurs de la question du divorce. Les vivres étaient épuisés, la faim cirait et sonnait l'heure du dîner, depuis la veille, dans les entrailles des voyageurs. Hélas, dit le poète, la faim est une mauvaise conseillère, male suada fames. Belzoni, qui mangeait comme un funambule, se plaignit tout à coup de son état et murmura des menaces sourdes qui rappelait le radeau du naufrage de la Méduse. « Monsieur, dit-il à Hodges, la question du divorce devient secondaire. Il faut dîner avant tout. Notre séjour ici peut se prolonger, il n'y a pas d'auberge dans le voisinage, ni de marché. Je suis le plus fort, vous êtes donc le plus faible, et si cela dure un jour de plus, je suis obligé de devenir anthropophage dans l'intérêt de ma conservation. Il faut aussi que madame vive, et la loi vous ordonne de la nourrir demain. Si nous ne sommes pas délivrés par un miracle, je suis obligé de sacrifier un voyageur pour donner à manger aux deux autres. Vous voyez, monsieur Hodge, que le divorce est inévitable dans les deux cas.
Monsieur Hodge tourna courba la tête comme un prisonnier sauvage dans l'île de Robinson. Un lion passait en ce moment sur la terre, et son rugissement suspendit cet entretien. Le télescope fut braqué sur le dernier débris du dromadaire. Tarde vedientibus ossa, telle fut la réflexion que parut faire ce roi des animaux devant le dernier fragment du squelette. Il y avait pourtant encore un morceau assez délicat, c'était la ceinture de cuir de bœuf à laquelle était attaché le crochet de fer. La Fontaine a dit « Les loups mangent gloutonnement ». Qu'aurait-il dit des lions? Celui-ci, alléché par l'odeur, se précipita sur la ceinture de cuir de bœuf et l'avala gloutonnement. Une vive secousse ébranla l'aérostat. L'animal avait englouti dans sa poitrine le crochet de fer, et ses bonds furieux attestaient des douleurs au-dessus des forces léonines. Le ballon, depuis si longtemps stationnaire, s'agitait convulsivement, mais sans direction fixe. Il flottait au hasard, selon le caprice de son conducteur étranglé. « Signez ce papier, dit Belzoni à Hodges, et je vous sauve. »« Signe donc, dit l'époux, c'est un cas forcé. » Hodges poussa un soupir et signa. Belzoni prit la corde et la secoua fortement comme un pêcheur qui sent que le poisson a mordu sur l'appât. Le lion poussait des rugissements d'agonie et se débattait avec les derniers efforts de sa vigueur. Un râle suprême retentit dans la solitude, et le monstre retomba de tout son poids de cadavre sur le sable, en communiquant au ballon un mouvement de descente très vif. « Et maintenant, dit Belzoni, aidez-moi tous deux, nos 6 mains à la corde, et de l'ensemble surtout. » L'espoir de salut doubla les forces des voyageurs. Belzoni, vigoureux comme un funambule et habitué aux manœuvres de chanvre roulée, tenait la place de 2 chevaux remorqueurs. Le lion s'élevait majestueusement à chaque effort de 6 mains unies, et quand il fut arrivé à fleur de la nacelle, Belzoni lui coupa les 4 pattes et quelques filets succulents, puis, abandonnant le reste au vautour, il dit à M. Hodges « Bien le vent souffle vers l'éléphantine. Nous allons dîner avec notre pêche et nous coucherons ce soir sous les huttes d'Assouan. » Le ballon, qui n'était plus captif, fendit l'air avec la rapidité d'une flèche, pendant que les 3 convives s'occupaient en famille des apprêts de leur festin. Belzoni, qui était le plus vigoureux, abusa encore de sa force et se fit la part du lion. Mais il eut la galanterie de servir Madame Hodges les morceaux les plus délicats. Comme Belzoni l'avait prévu, l'aérostat descendit dans l'oasis de Sienne ou Assouan un peu avant le coucher du soleil. Ils étaient en pays habité. « Monsieur Hodges, dit Belzoni en lui tendant la main, « Allez, je déchire le papier signé là-haut, et je vous rends votre femme. » Madame Hodges fit un léger mouvement de dépit. « Bon, c'était une plaisanterie, excusez-moi, poursuivit Belzoni. Je m'ennuyais là-haut, et j'ai voulu inventer quelques jeux pour tuer le temps. Après l'écarté, nous avons joué au divorce. Allez, reprenez votre femme comme fiche de consolation. » Le lendemain, ils s'embarquèrent sur le Nil et dormirent jusqu'aux pyramides de Gizeh.